Voyons aujourd'hui la dernière partie du chapitre féminin-masculin, grand 4, du sexe génétique au sexe gonadique. Inscrire ce titre dans votre cahier si ce n'est pas fait. Au cours des premières semaines du développement embryonnaire, les appareils sexuels présentant au départ un phénotype indifférencié subissent une différenciation gonadique, c'est-à-dire des glandes sexuelles, testicules ovaires, puis phénotypique. On cherche à préciser ici quels sont les mécanismes mis en jeu lors de ces différenciations. Je vous demande, pour cela, d'exploiter de façon rigoureuse 3 documents, ainsi qu'une animation en ligne dont je vous fournirai le lien, pour présenter, dans l'ordre chronologique, les mécanismes qui, de l'embryon à l'adulte, ont abouti à la différenciation des gonades et de l'appareil sexuel de la chanteuse de jazz Eden Atwood. Document 1. Des gènes au sexe. Il arrive que le gène SRY soit également en cause dans la réversion sexuelle chez les femmes porteuses d'un chromosome Y. Ici, le SRY est ou bien absent du chromosome Y, ou bien présent sous forme mutée, qui l'empêche de s'exprimer normalement. Fait observer Nicole Lemieux. En l'absence d'expression de caractère masculin, c'est le développement féminin qui domine. Chez ces femmes, on procède habituellement à l'ablation des gonades parce que ces tissus développés de manière anormale sont à haut risque de cancer. Les recherches sur la réversion sexuelle sont difficiles à mener, non seulement en raison du faible nombre de cas, mais aussi parce que les personnes concernées réagissent souvent mal à l'annonce de cette particularité, souligne la chercheuse. Ce diagnostic met en cause leur identité et leur appartenance sexuelle, même si tout le reste de leur développement est normal, dit-elle. La réaction est plus vive chez les femmes car l'infertilité est plus dramatique pour elles. De plus, elles se voient porteuses d'un attribut masculin qui ne s'est pas exprimé, ce qui peut perturber leur identité profonde. Cet extrait du document 1 présente des chromosomes extraits d'un karyotype masculin. 2 chromosomes X sont présents, le karyotype est donc XX, pourtant il s'agit d'un homme. L'un des chromosomes X est porteur du gène SRY dont il est question dans le texte. Que pouvez-vous en déduire sur cette fonction du gène SRY? Document 2. Un cas médical, le syndrome d'insensibilité aux androgènes, ou SIA. Les personnes atteintes du syndrome d'insensibilité totale aux androgènes ont un phénotype typiquement féminin à la naissance. Mais à la puberté, il n'y a ni développement de la pilosité axillaire et pubienne, ni apparition de règles. Un examen plus détaillé révèle que ces femmes sont souvent de génotype XY et qu'elles possèdent des testicules, souvent en position intra-abdominale. Ces derniers sécrètent les hormones d'un testicule normal. En revanche, ces femmes ne possèdent ni trompe, ni utérus et leur vagin est plus court que la normale. Comment expliquer alors qu'une femme produisant de la testostérone ne développe pas des caractères sexuels secondaires masculins? Dernier document, le SIA, un récepteur aux androgènes différents. Ces 2 illustrations, l'une à gauche présentant le cas d'un homme normal, à droite le cas d'une personne atteinte de SIA, où vous constatez la différence des récepteurs aux androgènes. Je vous rappelle que ces récepteurs membranaires sont des structures protéiques, donc qui ont une structure 3D particulière. Toute mutation dans un gène responsable de la conformation spatiale de ces récepteurs conduira à une impossibilité des androgènes de se fixer à ceux-ci. Dernière étape de cette étude, je vous demande d'aller sur le site svt.etab.ac-lille.fr/detsex/index.html. Cette application en ligne vous permet de réaliser de manière virtuelle des expériences, notamment sur des embryons mâles ou femelles. Je choisis ici par exemple un embryon femelle. Il possède des ovaires, des canaux de Wolff et des canaux de Müller, ainsi que des canaux urinaires, la légende étant sur la droite. Vous avez la possibilité de réaliser des manipulations sur cet embryon. Je vais par exemple lui enlever les ovaires et réaliser uniquement cette opération. Dans ce cas, au niveau de la manipulation en cours, je la valide et je vois les résultats à la fin du traitement de l'appareil génital de cet embryon. Il ne subsiste, après ablation des ovaires, que les canaux de Müller. Que peut-on en déduire de cette expérience? Il y a possibilité de mémoriser cette expérience afin de la comparer à une seconde dont vous allez faire varier qu'un seul facteur. Je mémorise la manipulation, j'en réalise une autre. Donc, je choisis toujours mon embryon femelle, je vais toujours lui enlever les ovaires. Par contre, je vais
lui diffuser de l'AMH, l'hormone anti-mullérienne. Donc, par rapport à l'expérience précédente, il n'y a que cette diffusion d'AMH qui change. Je vais réaliser la manipulation, je la valide, et je constate que, à la fin de cette expérience, seul le canal urinaire subsiste. Il n'y a ni canal de Wolff, ni canal de Müller. Que peut-on en déduire sur l'AMH? Voilà, vous avez la possibilité de réaliser tout un tas de manipulations afin de comprendre un peu plus en détail ce qui s'est passé dans le cas de Eden Atwood.